La vie reprend au centre équestre de Sarreguemines. Après la liquidation judiciaire du club Sarreguemines Jump, prononcée le 18 septembre dernier, une vingtaine de nouveaux chevaux commencent à prendre leur marque ici. Ce sont ceux de l'entreprise Kaufer Équitation, dirigée par Marine Kaufer. Venue d'Haguenau, c'est elle qui reprend les rênes. Avant d'accueillir les premiers cavaliers, tout l'équipement se met en place. En dehors du matériel dont on a besoin de pouvoir mettre le foin à l'extérieur dans les paddocks, d'installer encore les abris pour les stabulations libres, les tonnes à eau, et à l'intérieur, donc dans la partie clubhouse, salle de réunion, et dans la partie logement aussi, il faut encore finaliser la peinture et puis mettre 2-3 gaines, des choses comme ça. Mais ça, c'est la commune du coup qui s'en charge et qui est en train de faire tous les travaux nécessaires pour qu'on puisse arriver dans les meilleures conditions possibles. Ouais, j'ai pleuré. Ils sont trop heureux là, regarde. Une aide à l'immobilier d'entreprise est accordée par la ville de Sarreguemines sur le loyer pour ses 3 premières années d'exploitation, à hauteur de 50 700 € par an. En contrepartie, Kaufer Équitation s'engage à exploiter durant 9 ans une école d'équitation et à développer une ferme pédagogique. Marine Kaufer ne cache pas sa motivation et son ambition pour son nouveau centre équestre. D'ici quelques jours, elle donnera ici ses premiers cours et l'agenda se remplit déjà. Et je m'en réjouis parce que ça confirme encore une fois mon choix de m'implanter à Sarreguemines avec mon entreprise et mes chevaux aujourd'hui. Donc merci déjà à tous ceux qui prennent la peine de prendre des rendez-vous en avance. Et puis j'espère les rencontrer prochainement, ça oui, et puis en rencontrer encore plein d'autres, quoi. Le 2 janvier, les premiers cavaliers viendront faire une séance d'essai lors de cours particuliers. Le dimanche 4 janvier, une après-midi porte ouverte sera organisée. Les cours collectifs, eux, démarreront le 5 janvier. Une nouvelle page qui s'ouvre dans cet équipement situé rue de Deux-Ponts. Prenez chacun une ou 2 boîtes et vous suivez le chemin. Moi, les boîtes. Doucement, Les gars, il y en a encore À l'approche de Noël, certains pensent aux cadeaux qu'ils recevront. D'autres, comme ces enfants du club de foot de l'Alliance 2008, pensent surtout à ceux qui n'auront peut-être rien à déballer. Ici, les U10, U11 du club ont tronqué le ballon contre des boîtes à chaussures. À l'intérieur, des objets simples, utiles, parfois réconfortants. Des boîtes solidaires destinées aux familles accompagnées par l'UDAF de Sarreguemines. Des vêtements chauds, des chaussures, des jeux à manger. Ouais, à manger. Puis, des produits d'hygiène ou de beauté. Ok. Pour se laver. Un mot doux, des jeux. Au moins, ils peuvent passer un bon Noël. Ils peuvent être contents comme nous. L'idée est née mi-novembre sous l'impulsion de leur éducateur. Un projet collectif nourri par les dons, mais surtout par l'envie de faire quelque chose pour les autres. On va favoriser la cohésion, l'engagement et surtout la sensibilisation des enfants, des éducateurs, des parents et finalement de tout le club. La vie associative et extrasportive dans un club, elle est tout aussi importante que tout ce qui se passe sur le terrain, que la formation et les résultats. À nous de montrer l'exemple par le biais de cette action. À travers cette action, le club transmet aussi les valeurs du programme éducatif fédéral de la Fédération française de football. Former les joueurs, mais surtout former des citoyens. Au total, près d'une centaine de boîtes ont été confectionnées. Elles bénéficieront à environ 80 personnes accompagnées par l'UDAF. Pour l'association, cette mobilisation locale a une valeur particulière, surtout à l'approche des fêtes. C'est important déjà leur jeune âge, qu'ils comprennent aussi, qu'ils sachent qu'il y a des personnes qui sont en difficulté, des enfants comme des adultes. Et je pense que c'est un petit coup de rappel, même un peu pour tout le monde, que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir partager des moments en famille. On sait que la période de Noël, c'est toujours assez compliqué pour les personnes hébergées ici. Donc leur offrir une boîte solidaire avec quelques petites denrées alimentaires ou même d'hygiène, c'est toujours important pour eux. Car Noël n'est pas toujours une période facile pour les plus démunis. À Sarreguemines, ces enfants l'ont compris très tôt, la solidarité se joue aussi en équipe. Bravo. Merci aussi aux parents. Du sabot-ski, une activité originale qui rappelle le tandem de la compagnie Autant des mots. Elle a répondu à l'appel à manifestation d'intérêt de la communauté de communes du Pays de Bitche. L'intercommunalité veut faire vivre ses sites communautaires et a retenu Autant des mots pour le musée du sabotier de Sourtes. La compagnie y a organisé une soirée festive pour l'ouverture de sa nouvelle résidence. Une ambiance de station de ski des années 70 qui fait référence à l'histoire du village.
Alors, Touchous à Sourtes, eh bien, on inaugure une période de résidence au musée du Sabotier en faisant une sorte de rétrospective dans le musée, donc le temps fort de la compagnie, mais en même temps en faisant un clin d'œil à une anecdote de Sourtes lorsqu'il y avait une remontée mécanique dans le village dans les années 70. Et en fait, c'est le foyer des jeunes qui avait disposé un moteur de Dauphine dans le bas d'une des plus grandes pentes du village. Et il y avait un câble et les habitants pouvaient s'adonner à la joie de la glisse à domicile. De temps en temps, dans l'enthousiasme collectif, on fait des choses folles. Et en fait, on se pose la question aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ferait de fou ensemble par rapport à notre époque, une idée qu'on pourrait, une œuvre collective. Donc voilà, on fait appel aux habitants pour les années à venir en tout cas. On est déjà venu au musée du Sabotier en 2021 pour une première résidence. Donc on fait une petite rétrospective de ce travail. Et on inaugure effectivement les 3 prochaines années à venir au musée du Sabotier. L'idée, c'est un peu de reprendre là où on en était, avec le portrait des habitants, le portrait sonore. On réexpose ça, on réactive ce moment-là, d'il y a 5 ans, et on entame l'avenir. C'est du patrimoine immatériel, parce que je m'intéresse à la création sonore. Et j'ai envie de garder ces voix en mémoire, de garder en mémoire ce savoir-faire qui était le savoir-faire du sabot. Il n'y a plus beaucoup de sabotiers et c'était eux, notamment les guides. Et donc on aimerait bien faire quelque chose aussi sur la mémoire de ces guides et voir quelle sera la relève aussi dans ce petit musée en ruralité et comment on envisage la suite en fait. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est de détourner l'objet sabot, de pouvoir jouer un petit peu avec cet objet et de le voir sous d'autres angles. Qu'il y ait encore beaucoup de gens curieux qui s'impliquent dans nos créations parce que ça part des habitants et c'est ça qui donne tout le sens à ce qu'on fait en fait. Il était une fois dans une vallée des Vosges du Nord, un petit enfant qui ne voulait pas grandir. Marguerite! Viens ici maintenant! Peter Pan in Beach, in Switzerland, la comédie musicale des fêtes de fin d'année pour toute la famille. Du 26 décembre au 4 janvier, au cœur du site verrier de Meisenthal. 4e Rumbalé, sur la gauche, direct jusqu'au matin. Super Orbach vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Les audioprothésistes sont-ils bien formés et compétents ? À la passion de l'audition, vous êtes accompagné par des spécialistes de l'audition. Nos audioprothésistes sont diplômés d'État et suivent régulièrement des formations. Et cela fait plus de 20 ans que nous mettons notre expérience à votre service. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Zuschauer und ein gutes neues frohes Jahr in unserem Kaffeekränzel. Diesmal wieder ein sehr interessantes Thema. Platt kann man das schreiben und lesen. Wäre schon gesehen, wir haben interessante Gäste und ein sehr große und interessante historisches Teil. Und natürlich der Festival Marette Platt und so weiter und so weiter. Lohn am nächsten Sonntag. C'est une affaire française, une affaire européenne.
le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. « 507 521 € pour 6 bons numéros. Un habitant de la région a validé une grille de loto gagnante au tabac de Grosse-Bilderstroff. La nouvelle a déjà fait le tour du village. Le regagnant ne s'est pas encore manifesté, mais il fait déjà quelques envieux. 500 000 €. Oh ben ça, hein. Ça donne des heureux, hein. Oui, mais c'est pas pour moi. Et vous n'avez pas validé votre grille en fait, Non, j'ai pas joué. Non, vous n'avez pas joué. Non, ça m'a dit j'ai pas joué. Je joue pour que les autres ils gagnent, hein. Oui, il paraît qu'il y a un gros lot ici, hein, c'est pas moi, malheureusement, bon. Mais je souhaite quand même bonne chance, je suis content pour lui, celui qui a gagné. Oh, c'est énorme, c'est bien. On peut faire beaucoup de choses avec. Bah, super. C'est pas moi. Non. Mais 500 000 €, ça me ferait plaisir quand même. Mais si c'est une personne qui en a besoin, je suis content pour lui. Le gagnant doit tout de même se faire connaître dans un délai de 60 jours, sans quoi son gain sera perdu et remis en jeu. Il peut se manifester en toute discrétion directement au centre de paiement de la Française des Jeux à Metz. Peu de gens de passage, c'est surtout les gens du village et les environs, et les Allemands aussi, qui viennent jouer. Chaque semaine, 520 grilles sont validées en moyenne à Grosse-Bilderstroff. Le dernier gagnant dans la commune avait empoché la coquette somme de 4,3 millions de francs en décembre 1997. Pollueur-payeur. Ce principe souvent évoqué va enfin être appliqué sur l'ensemble du territoire de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Désormais, les producteurs de déchets seront soumis à une redevance sur les déchets industriels banals, les DIB. Ces déchets sont du même type que les déchets ménagers, mais ils sont générés par les non-ménages, c'est-à-dire les entreprises, les industries, les commerçants, les artisans, les administrations et les associations. Le but général de cette redevance spéciale est de surtout faire prendre conscience aux producteurs de déchets, quels qu'ils soient, que ce soit le ménage ou le non-ménage, qu'il faut qu'ils fassent des efforts en ce qui concerne le tri et le recyclage, qui est souvent moins cher et qui peut protéger notre environnement. Alors il faut surtout faire cet effort-là. Par souci d'écologie, mais aussi d'équité entre les différents producteurs de déchets, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence a mis en place depuis le 1er janvier 2006 la redevance sur les déchets industriels banals. Cette redevance découle d'une loi instaurée en France en 1992, mais que la communauté d'agglomération avait décidé jusqu'à maintenant de ne pas appliquer. Les DIB suivent les mêmes filières de traitement que les ordures ménagères, toutes les collectes arrivent à Folperswiller. Jusqu'en 1999, les déchets étaient broyés, puis après décomposition à ciel ouvert, enfouis à même le sol. La législation a changé et depuis 1999, tous les déchets sont réunis à Folperswiller avant d'être transportés au site d'enfouissement de Tétin-sur-Nied. De 15 € la tonne en 1999, le coût du traitement des déchets est passé à plus de 80 € la tonne. L'application de cette redevance sur les DIB s'est donc imposée naturellement face au coût de plus en plus important du traitement des déchets. Cette année, et pour la première fois, les producteurs de déchets industriels banals vont devoir mettre la main à la poche. La redevance spéciale est un coût que l'on pratique en fonction du volume qui est présenté par ces fameux non-ménages. Chaque bac sera répertorié et sera facturé à l'entreprise. C'est la première fois qu'ils vont devoir payer la redevance. Pour la plupart, ils payent déjà la taxe ordure ménagère, mais celle-ci ne couvre pas forcément l'ensemble du service. C'est pour ça que l'instauration de la redevance spéciale se fait à l'heure actuelle. Seuls les non-ménages qui produiront moins de 660 litres de déchets par semaine ne seront pas soumis à cette redevance sur les DIB. Pour tous les autres producteurs de déchets industriels banals, le montant de la redevance spéciale sera de 21,30 € par mètre cube de déchets. Pour la communauté d'agglomération, l'objectif est multiple. Il faut responsabiliser les producteurs de déchets et surtout les inciter à la valorisation et au recyclage grâce au tri sélectif, seul moyen de réduire la quantité de déchets. La redevance spéciale sur les DIB est aussi une manière pour la communauté d'agglomération d'augmenter ses recettes pour le traitement des déchets.
Mais les particuliers qui s'acquittent de la taxe sur les ordures ménagères ne verront pas pour autant leur contribution s'alléger. Sachant que le coût du traitement de tous ces déchets ne fait qu'augmenter, la mise en place de cette redevance spéciale ne pourra que limiter l'augmentation de la taxe. La réhabilitation des nouvelles galeries est attendue depuis longtemps par les habitants du secteur de Sarreguemines. Le chantier de la nouvelle médiathèque communautaire avance, même si les conditions climatiques et surtout le gel empêchent certains travaux comme le coulage du béton. Malheureusement, avec les intempéries, on a quand même pris quelques jours de retard. Aussi bien entre les fêtes de Noël avec la neige, début décembre le gel, plus en ce moment le gel. Mais bon, on fait tout pour être dans le timing, quoi. Ça fait environ 3 semaines là, qu'on a du mauvais temps pour travailler. Bon, mais il faut faire avec, quoi. Alors on avance tout ce qu'on peut. Au niveau coffrage, sans faire de bétonnage, bien sûr, parce que le temps nous handicape un petit peu, là. Actuellement, la dalle de la partie arrière parking est raccordée à la partie avant médiathèque. Le raccord entre ces deux dalles servira de joint de dilatation à l'édifice. Sur les trop longues longueurs, on ne peut pas faire un bâtiment, c'est un joint qui sépare les deux bâtiments, quoi. Ils ont une fonction différente, alors ils travaillent de façon différente. Alors si un bâtiment ou l'autre travaille d'une façon ou d'une autre, c'est ce joint qui sépare. Au-delà de l'aspect technique et fonctionnel de cette liaison, c'est aussi une étape symbolique dans la construction de ce bâtiment. Symbolique, oui, dans le sens où on a commencé avec des phases différentes. Donc on est plus haut ici à l'arrière qu'à l'avant. Et on a réussi à se rejoindre, donc malheureusement on ne peut pas couler le béton avec ce temps, quoi. Tout concorde, voilà, en fait il y a des différences de niveau parce que les cellules marchandes sont en pente. Et en fait on se rejoint avec les mêmes niveaux alors qu'on a démarré de 2 endroits différents. Et avec des pentes qui sont assez importantes quand même. Il reste encore plusieurs mois de travaux pour le gros œuvre, mais les soubassements restent l'étape la plus importante et la plus longue de la construction. Il nous reste la dalle de la partie arrière pour le parking aérien. Et par contre la partie avant, il nous reste encore 3 niveaux. Donc, mais bon, le sous-sol c'est ce qu'il y a de plus dur, donc sortir de terre. Si la société de construction respecte les délais, le bâtiment sera remis à la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence qui est à l'origine du projet en juin 2006. Démarreront alors les travaux d'aménagement intérieur et le déménagement de l'actuelle bibliothèque de Sarreguemines. Ouverture prévue de la première médiathèque communautaire de Lorraine, au plus tard septembre 2007. Le laboratoire Fuji s'est installé en 1990 en zone industrielle de Sarreguemines. Cette société fait partie du groupe japonais Fuji. Sa spécialité, le développement photo. Jusqu'en 2001, on ne traitait que les films argentiques. Depuis, avec l'avènement du numérique, le laboratoire a connu quelques mutations. Aujourd'hui, les opérateurs traitent par mois quelques 100 000 films argentiques et 25 000 CD de photos numériques. 11 laboratoires du même type avaient été implantés en France dans les années 90. 2 viennent de fermer, victimes de la baisse vertigineuse de l'activité argentique. 250 personnes ont perdu leur emploi. Actuellement, nous sommes à 25% de numérique par rapport à 75% d'argentique. On sait qu'en 2001, sur le territoire français, on traitait 100 millions de films argentiques, donc analogiques, et qu'en 2009, dans les meilleures hypothèses, on sera globalement à 10 millions de films analogiques de traités. Ici, à Sarreguemines, l'activité et la clientèle sont assurées pour 2006. On ne fait pas de gros bénéfices, mais les comptes sont équilibrés. Le marché est organisé sur le Grand Est. On compte quelques 700 clients réguliers, dont des enseignes comme Cora, Leclerc, Auchan ou la Fnac. Certains marchés sont assurés par une cellule commerciale nationale. D'autres sont à développer individuellement par chaque laboratoire, comme certains supermarchés ainsi que les photographes. 58 personnes sont employées à Sarreguemines. Ce sont majoritairement des opérateurs formés sur le tas. Le travail est posté. Une équipe de nuit de 7 personnes assure la continuité de la production. Les travaux arrivent en soirée et repartent chez le client le lendemain matin avant 11h. À savoir, une première chose, on travaille avec un produit qui ne nous appartient pas. Donc on se doit de rendre un produit conforme et irréprochable au point de vue qualité. S'il arrive un incident ou un accident sur un type de produit, on ne peut pas le rattraper, ça ne nous appartient pas. Deuxième chose, on travaille sur un produit qui a peu de valeur marchande, mais une énorme valeur sentimentale.
L'investissement initial en 1990 était de 23 millions de francs. Depuis, il a fallu s'adapter et acquérir une chaîne de développement numérique. Aujourd'hui, celle-ci n'est pas saturée. Elle est même capable d'assurer le double de sa production actuelle. Mais avant cela, il faut que la photo numérique ne reste pas stockée dans les ordinateurs et que pour son impression, on choisisse de passer par un laboratoire. Le tirage papier tel qu'il est réalisé actuellement dans un laboratoire, c'est un tirage sur papier photographique avec de la chimie photographique, ce qui signifie que au niveau de la conservation de la photo, on a, par expérience, avec beaucoup de recul, on sait que la photo va avoir une longévité. On sait également que la qualité de tirage obtenue dans un laboratoire photo est très nettement meilleure que sur une imprimante bureautique. D'après les calculs, il semble prouver qu'une photo imprimée en laboratoire revient moins cher qu'une photo imprimée chez soi. À noter aussi que de plus en plus, on en revient à vouloir feuilleter un album photo plutôt que de se mettre autour d'un écran informatique. Récupérer l'ensemble de ces fichiers qui actuellement sont dormants à domicile dans un ordinateur, pouvoir les traiter, repasser sur du façonnage photographique, de telle façon à pouvoir réaliser des chiffres, surtout des chiffres d'affaires, qui nous permettront de maintenir un site tel que celui de Sarreguemines en activité dans les années à venir. Le laboratoire Fuji de Sarreguemines a 2 années difficiles devant lui. En passant ce cap et en gagnant le challenge du numérique, il aura pérennisé son site pour quelques décennies. Un nouveau créneau pour les amis des musées et des arts. L'association étend ses activités en créant une section archéologie et préhistoire. Spécialisée dans la faïence depuis le début des années 80, l'association s'est fixée comme but premier la préservation du patrimoine. Plus qu'une nouveauté, l'archéologie représente pour l'association un retour aux sources. Pour moi, c'est un retour en arrière, aussi bien dans le temps pour ce qui est de notre région, mais également un retour en arrière pour ce qui est de l'histoire de notre association, puisque créée en 1972, ses premières activités pendant 10 ans ont été de fouiller le Grosswald, les forêts de Sarinsmin ou encore le site de Bliesbruck avec Madame Marguerite Pax. Une toute première réunion pour mettre en place la section archéologie et déjà de nombreuses personnes se montrent intéressées. Mise au point et briefing complet, le passionné à la tête de cette nouvelle section, Henri Gunther, dresse un topo des projets et des méthodes. Le début des prospections est prévu pour le mois de février dans la campagne environnante. Le but, c'est de chercher des indices qui vont permettre à dire, voilà, donc dans ce champ-là, il y avait une occupation gallo-romaine, ou une occupation celte, ou une occupation du Moyen-Âge, en fonction de plein de paramètres. Donc c'est surtout les tessons, les monnaies, les objets qu'on va trouver, qui se trouvent sur la surface du champ, qui va nous permettre de dire, voilà, on est dans un champ de telle ou telle époque. La toute première étape consiste à se plonger dans les archives, avec comme point de départ d'anciennes cartes et la localisation des lieux-dits, avant de commencer les prospections à travers champs. Les membres de cet atelier ne seront en aucun cas amenés à se substituer à des archéologues professionnels, et leur rôle n'est pas la fouille proprement dite. Il s'agit avant tout de repérer des lieux susceptibles d'être d'anciens sites préhistoriques ou gallo-romains, en dressant la carte archéologique des environs de Sarreguemines. Une mission qui sera effectuée sous l'égide de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, et en lien avec les équipes du parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim et les passionnés de la Société d'archéologie d'Alsace-Bossu. À grande vitesse, oui, en juin 2007, pour tous, avec des horaires adaptés avec l'aide des TER, pour que de chaque gare de Moselle-Est, les voyageurs aient la possibilité de rejoindre une gare où le TGV passe. Et tout ça nécessite des aménagements, et c'est là qu'intervient le comité de desserte de l'Est mosellan, qui s'est réuni à la mairie de Forbach pour réfléchir à la question et à de nouveaux horaires. Les comités ont été créés quand il y a donc eu le transfert du TER aux régions. Et il s'agit donc, c'était en 2002 tout simplement. Et à cette occasion-là, on a décidé qu'effectivement, on donnait la parole finalement à la base, celle qui utilise véritablement le TER tous les jours, alors qu'avant, c'était simplement géré par la SNCF qui, en fonction de ses critères,
donner une desserte. Aujourd'hui, on part de l'inverse. En fait, on part de la base en écoutant la base, ce qu'elle souhaite et essayer d'y répondre, bien sûr, avec toutes les contraintes techniques, parce que c'est difficile de faire arriver aux mêmes horaires tous les trains à la fois à Forbach, à la fois à Sarreguemines, à la fois à Saarbrück et à Metz. En Lorraine, il y a 7 comités de desserte composés majoritairement d'usagers, avec des problématiques relatives à chaque zone. Et en ce moment, la future arrivée du train à grande vitesse est commune à toutes ces zones. Mais fixer des horaires n'est pas chose facile, satisfaire tout le monde, encore moins. La difficulté, c'est de répondre à la fois aux aspirations des usagers du TER qui sont que des usagers du TER, c'est-à-dire les lycéens, les collégiens, mais aussi les gens, donc les abonnés qui l'utilisent pour aller au travail, et en même temps de correspondre un petit peu aux attentes des usagers qui, eux, veulent aller sur Paris. Et c'est un petit peu ça la difficulté aujourd'hui, parce que les intérêts ne sont pas les mêmes, mais on essaye ensemble de trouver une solution pour répondre aux attentes de chacun. Tous les avis sont entendus, ces réunions ne se veulent pas de politesse. Et tout ça pour une meilleure équité au sein même d'une même région et de ses départements. C'est un comité qui se réunit en fait 2 fois par an. Après, une fois que les usagers, une fois que chacun a donné son avis, il est évident que les gens de la région, enfin les services techniques à la région, mais aussi les services de la SNCF, essayent de mettre en pratique au quotidien les aspirations, les demandes des usagers. Un petit peu de cette façon que ça travaille. Et on essaye finalement tous les quelques mois de se retrouver pour voir à la fois les évolutions, les améliorations apportées, les changements d'horaire si c'est nécessaire, et surtout les améliorations des dessertes. Des dessertes améliorées pour un rendez-vous à ne pas manquer en juin 2007, l'arrivée de l'ICE, le train à grande vitesse allemand.